En plateau, nous avons Herman Parfait Agnamboussou, maître Alexandrine Saïzoun Bélier, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir pour nous apporter des explications sur ce que nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce que nous n'avons pas compris, Herman? Oui, on n'a pas compris ces modifications apportées à la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Maître Saïzoun Bélier sur le plateau pour nous donner plus de détails. Alors maître, tout de suite, quand on fait recours à cette loi, on parle d'interruption volontaire de grossesse, on parle d'avortement pratiqué pour des raisons médicales. Quelle est la différence entre les deux? Merci, M. Agnamboussou. La différence, c'est que l'avortement, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, la différence entre l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire, c'est l'avortement provoqué. C'est-à-dire, c'est volontaire, je sais que je suis enceinte, j'ai décidé d'interrompre la grossesse. Mais l'autre avortement, pour des raisons médicales, oui. On appelle ça surtout l'avortement thérapeutique. Donc la différence entre les deux, c'est que le deuxième avortement thérapeutique, c'est lié à l'état de santé, soit de la mère, soit de l'enfant. Alors que l'autre, c'est volontaire. J'ai décidé d'interrompre ma grossesse. Voilà la différence. Alors, les changements apportés à la loi, quels sont-ils? Quels sont ces changements-là? Les changements apportés à la loi, d'abord, il faut faire le point d'où on est parti. Il y avait une ancienne loi qui existait sur la santé sexuelle et la reproduction. Et cette loi a précisé les personnes qui pouvaient avoir accès à l'avortement thérapeutique. Tout à fait. Thérapeutique. Donc c'est bien précisé, c'est la femme dont l'état de santé ne permet pas de porter la grossesse jusqu'à terme, soit le fœtus a des malformations et il faut arrêter, soit c'est une femme qui s'est retrouvée enceinte suite à un viol. Oui. Donc la loi permet, mais il faut aller devant les juridictions. C'est ce que il faut aller devant, il faut faire pratiquer l'avortement par un médecin. Et là où il y a la différence, c'est que l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi de 2003-04 du 3 mars 2003, précise que le médecin traitant doit faire recours à 2 autres médecins. Et parmi les 2 autres médecins, il doit y avoir un médecin expert, en fait, un médecin reconnu. Spécialiste quoi, du domaine. Voilà. Et ces 3 experts décident du protocole. Et ce protocole va être envoyé à la direction départementale de la santé avant qu'on ne pratique l'avortement sur la femme. Vous voyez, c'est assez difficile. Et également, en fait, ce n'est pas la loi même qui a prévu les différentes personnes qui doivent intervenir. C'est l'ordonnance numéro 73-14 du 8 février 1973 instituant le code de déontologie médicale. La nouvelle loi a élargi le champ d'application. Aujourd'hui, on prend en compte l'état psychologique de la femme. C'est-à-dire, on prend une femme qui est en détresse psychologique, matérielle et autres, peut aller voir un médecin pour dire je veux interrompre la grossesse. Et là, ce ne sera plus le médecin traitant qui va être obligé de faire recours à d'autres médecins. Le médecin traitant seul peut décider d'interrompre ou pas cette grossesse-là. La femme peut se référer également à l'assistance sociale, à un centre de promotion sociale. Tout à fait. Donc, il y a je crois qu'il y a une meilleure facilité qui est offerte à la femme pour aller à l'avortement thérapeutique. Et ceci, c'est pour éviter les avortements clandestins qui sont faits un peu partout dans notre pays. Je voulais dire également que cette décision, ça rassure et ça rend beaucoup plus responsables les femmes. Parce que quand vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, et quand le mari, par exemple, ne veut pas assumer ses responsabilités, la femme a le choix de s'ouvrir à quelqu'un. Mais là où je me pose la question, c'est que l'opéralisation de ces tests-là, en tout cas dans la pratique, on sera confronté à quelques difficultés. Est-ce que les médecins ne seront pas obligés de faire appel à des
des psychologues, à des sociologues, parce que quand je lis le texte, la nouvelle loi dit qu'il faut l'interruption volontaire de la grossesse peut intervenir dans les 12 semaines de l'aménorrhée. Oui. C'est ce que le texte prévoit. Donc, vous savez très bien que quand c'est comme ça, il faut nécessairement être accompagné psychologiquement. Tout à fait. Pour décider d'interrompre une grossesse, la femme doit pouvoir être accompagnée. Et c'est pour ça que je dis, une femme ne suffit pas qu'une femme aille voir un médecin pour dire, écoute, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, si je garde l'enfant, je ne pourrai pas continuer mes études, pour que le médecin lui donne un rendez-vous pour interrompre la grossesse. Moi, je pense que le médecin doit pouvoir faire un travail psychologiquement, expliquer à la femme les risques qu'il y a, parce qu'il n'y a pas d'avortement sans risque. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale sans risque. Et faire un travail pour amener la femme à accepter peut-être, trouver avec celle-là peut-être les solutions à sa détresse matérielle, psychologique et autres. Je suis en train de rechercher, vous m'excusez, dans mon texte, les dispositions exactes du texte pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lire qu'est-ce que le législateur veut à travers ce texte-là et quelles sont les catégories de personnes que le législateur permet aujourd'hui, à qui le législateur permet de solliciter l'avortement. Donc, je voudrais qu'on en revienne et... Oui, quand on prend l'article 17.4, on dit, lorsqu'en application de l'article 17.2 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l'interruption volontaire de grossesse, elle peut s'adresser directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse ou à un assistant social. Mais la partie qui intéresse, c'est le consentement de la mineure ou de la majeure sous curatelle est préalablement recueilli. C'est ce que même pour la femme majeure. Pour la femme, il faut d'abord... Ça va de soi pour la femme majeure. C'est peut-être pour ça que le législateur n'a pas mis l'accent. Il faut que la femme accepte la chose. Parce que c'est son corps. C'est elle qui vient se coucher. Et c'est sur elle que vous pratiquez l'opération. Donc, il faut qu'elle adhère à la chose. Mais ce qui concerne l'enfant mineur, aujourd'hui, nous savons tous que l'enfant mineur n'est plus un objet de droit, c'est un sujet de droit. Donc ça, c'est sa vie, c'est son corps, ça la concerne. Donc, la personne qui a autorité sur cet enfant peut décider de faire avorter l'enfant et l'enfant peut être contre. Donc, c'est pour ça que le consentement de l'enfant est requis. L'article 17.5 dit lorsque des personnes exerçant l'autorité parentale sur la mineure expriment des avis divergents, l'assistance sociale requis saisit par requête le juge des tutelles qui statue sous 8N. Oui, aussi. Voilà. Il peut y avoir divergence pour des raisons de religion, pour des raisons de chrétienté. La personne qui a autorité sur l'enfant peut dire non, moi je ne suis pas pour la... On a vu des prêtres montrer au créneau ici, vous dit quelle qu'en soit la détresse, on ne doit pas interrompre une grossesse, il faut mettre l'enfant au monde et trouver les moyens d'accompagner. Ouais. Donc, pour une raison ou une autre, les personnes qui ont autorité sur ces enfants-là peuvent dire non, moi je ne veux pas que tu te fasses avorter, alors que la grossesse est née d'un viol, d'une agression sexuelle. Et que l'enfant, ou bien, ce n'est pas une agression sexuelle, l'enfant un peu turbulente s'est retrouvé avec une grossesse et elle ne veut pas, ça peut l'empêcher pour ses études et autres. La loi permet déjà qu'un mineur qui a été engrossé, quel qu'en soit, elle n'a pas de volonté vraiment intelligente, donc qu'on l'autorise à interrompre cette grossesse-là. Donc, en clair, les modifications apportées à la loi, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ça rassure parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut aller à l'hôpital pour dire, bon, dans tous les cas, je ne veux pas de cette grossesse parce que, et vous avez l'accompagnement. Donc, il faut éviter d'aller dans les cabinets clandestins comme on le faisait avant et de se faire avorter. Mais je voudrais insister sur quelque chose, parce que quel qu'en soit l'avortement thérapeutique, c'est ouvert, c'est permis d'aller se faire avorter quand c'est nécessaire. Ce n'est pas que l'avortement est permis. Tout à fait. Les conditions, je vous les ai citées tout à l'heure. Mais il faut éviter d'en arriver là. Moi, je crois qu'il faut en arriver, c'est dire quoi? Dire à nos soeurs, à nos enfants et autres, de se protéger tout simplement.
Si elle veut s'adonner au sexe, elle n'a qu'à savoir qu'aujourd'hui, nous avons plein de choses. Il y a les préservatifs avec des saveurs, orange, banane, citron et autres. Donc, on a amélioré même ces choses-là, de telle sorte que c'est facile de prendre ces précautions. Mais je voudrais également vous dire un peu quelles sont les dispositions pénales. Tout à fait. Qu'est-ce que la loi a prévu? Et là, on retourne à l'article 519 du Code pénal. Tout à fait. Et l'article 519 du Code pénal dispose que quiconque sans habilitation et sans qualification médicale procédera à une interruption de grossesse est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 20 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000. Donc, c'est un crime. On s'entend. Donc, il faut se méfier. Ouais. Si vous ne voulez pas vous retrouver à la criette, il faut éviter d'en arriver là. Ou devant une juridiction criminelle. Le double de la peine est encouru lorsque l'interruption, quoique volontaire, est tentée ou accomplie dans un lieu inapproprié et non autorisé par le ministère en charge de la santé. Nous savons qu'il y a des cliniques un peu partout sur des tas d'ordures aujourd'hui et qui pratiquent facilement l'avortement. Donc ceux-là sont passibles de la peine de 5 ans à 20 ans. Je ne sais pas si on a le temps pour lire toutes les dispositions. On va dedans quelques dispositions pour... Donc, les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, aides-soignants, les élèves infirmiers, infirmières, en tout cas, tous ceux-là qui ont favorisé, indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratiquer l'interruption de grossesse en contravention aux lois et règlements sont punis de 8 jours à 1 an et d'un emprisonnement de 100 000 à 200 000. La suspension pendant 5 ans au moins de l'interdiction définitive d'exercice de leur profession peut en outre être prononcée. Wow. Donc pour me résumer, l'avortement n'est pas permis au Bénin, mais c'est autorisé en cas d'avortement thérapeutique. En cas de viol, on peut se solliciter l'avortement. En cas de détresse économique, matérielle ou autre, on peut aller voir un médecin. Mais les médecins aussi doivent savoir raison garder. Parce que j'ai peur que certains médecins en fassent leur commerce et avortent à tout vent. Ouais. J'espère que le mécanisme sera mis en place pour que les choses se passent bien, qu'on n'avorte pas pour avorter. Merci, maître Sergent Medi Alessandrine. Merci à vous, Christian. Merci, Herman. Parfait, Anyambossou. Je vous dis Amidou Baraka, ça vous dit quelque chose, ce nom? Amidou Baraka, non. D'accord, c'est ce cultivateur qui a ramassé un sac de 14 millions de francs CFA et qui l'a retourné à son propriétaire. Ça s'est passé le vendredi dernier à Sinandé et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il a été reçu par le préfet du Borgou qui l'a félicité et l'a honoré en lui remettant une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière pour son geste de probité. Wow. Si vous m'autorisez, c'est une question d'éducation. Ce monsieur a été éduqué à ne pas prendre la chose des autres. D'autrui. D'accord. Il y a un téléspectateur, maître, qui vous adresse une question. Je ne sais pas si vous avez suivi la reine mère ce matin, qui a parlé de l'éducation des filles. Elle était notre invitée ce matin. Et elle veut savoir, est-ce qu'on peut faire une jonction entre l'éducation traditionnelle et tout ce que vous venez de dire ce matin? Bien sûr, bien sûr. On peut faire une éducation, on peut garder nos valeurs, ce qui est bien dans nos valeurs, dans nos mœurs, et l'associer à ce que les Blancs... Les tests. Oui, les tests. Parce que moi, tout intellectuel que je suis, il y a certaines valeurs que j'ai gardées. Savoir le respect de l'aîné, par exemple. Le respect de l'aîné. Je suis choquée quand je vois des jeunes assis et que des grandes personnes viennent. Et ça, je réagis de manière spontanée. Les gens trouvent que j'exagère. Je ne peux pas supporter. Manquer de respect à l'aîné, je ne peux pas. Et vous savez que ça, c'est depuis le bas âge, c'est dans nos traditions. Il faut s'agenouiller pour saluer son père. Il faut s'agenouiller. On ne peut pas tutoyer son père, même si je tutoyais les miens. Mais donc, entre la tradition et le modernisme, il faut choisir il faut essayer de faire un mariage parfait. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. C'était la question du professeur Antonio. Merci beaucoup. Merci maître. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Très bonne journée.